Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Salim Berrada. Il a une gueule d'ange, c'est un photographe au talent reconnu, mais d'après certaines jeunes femmes, ce serait surtout un impitoyable prédateur sexuel. Son nom, Salim Berrada. Son terrain de chasse, les réseaux sociaux et les applis de rencontres. Pour attirer ses proies, il avait mis au point un stratagème machiavélique. Alors comment les enquêteurs vont-ils réussir à le confondre ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. « 21 juin 2023, le soir de la fête de la musique. Le téléphone de Laure, 23 ans, n'arrête pas de biper. L'expéditeur des messages, Adèle, un garçon dont elle a fait la connaissance sur un site de rencontre. Il insiste pour qu'elle le rejoigne chez lui. C'est leur premier rendez-vous. Laure accepte. Elle s'engouffre dans un taxi direction le 20e arrondissement, vers l'appartement du jeune homme. Elle l'ignore encore, mais elle se jette tout droit dans les bras d'un homme que la presse surnommera quelques années plus tard le violeur de Tinder. L'histoire commence 9 ans plus tôt, en décembre 2014, en plein cœur de la capitale. À 23 ans, celle que nous nommerons Tess est comédienne. Après une fac de lettres, elle vient tout juste de s'inscrire dans une école de théâtre. Son rêve, monter sur les planches des plus grandes scènes parisiennes. Célibataire, elle s'est inscrite sur un site de rencontre 2 ans plus tôt, sans grand succès. Mais la chance va peut-être lui sourire. Elle est contactée par un certain Salim, un photographe. Je regarde un peu son profil et lui, il explique qu'il est surtout là pour des collaborations artistiques, pour rencontrer des modèles, qu'il n'est pas du tout dans une vibe de drague ou quoi que ce soit. Tess, victime. Et on en discute un peu des conditions des mannequins, de comment elles vivent, des dictates, de la mode, des impératifs, tout ça. Et je me dis, bon, c'est bien garder le contact de ce gars-là. Sentimentalement, Tess ne ressent aucune attirance pour cet homme. Professionnellement, en revanche, il l'intéresse. D'autant qu'en cherchant sur les réseaux sociaux, la jeune femme en découvre plus à son sujet. Il réalise des photos d'art et il est coté dans le milieu. D'ailleurs, très vite, il lui propose de réaliser son book photo. Il va m'expliquer que j'ai un truc, une espèce de truc un peu sauvage, une beauté un peu particulière. Il lui dit « J'aime bien ton côté sauvage, distingué, ça m'inspire. » Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Mais, il faudrait mieux te mettre en valeur. Il me dit qu'il fait des books photos et tout. Et bref, je lui dis que c'est trop cher pour moi. Et il me dit, écoute, si à un moment tu changes d'avis, sens-toi libre de le faire, quoi. 1 mois plus tard, Tess se dit qu'elle est peut-être en train de laisser passer sa chance. Un joli book, avec un photographe de renom, l'aiderait certainement à percer. Alors elle se ravise et elle accepte la proposition. Finalement, elle s'est dit que ça pouvait être une bonne idée compte tenu de sa notoriété. Fanny Vial, avocate des parties civiles. Donc il l'avait mise en confiance sur le fait qu'il allait faire de jolies photos d'elle et qu'elle allait pouvoir les exploiter dans le cadre professionnel. Elle a aucune raison de flipper, entre guillemets. Salim lui propose un contrat, donc un papier signé entre elle, le modèle, et lui, le photographe. Donc apparemment, c'est assez clair et c'est assez carré. Et donc, on convient que je lui paye une avance, puis je lui paye la veille du shooting et je lui paye, après la séance, le dernier paiement. Au total, 650 €. Un investissement.
Mais Tess espère que ces photos lui apporteront le succès. 2 semaines plus tard, le 19 avril 2015, elle se rend dans le 20e arrondissement, métro Gambetta, pour le shooting photo. Elle nous raconte leur rencontre. C'est au mois d'avril, ça c'est sûr, il fait beau. Parce que j'ai des sandales, j'ai qu'un petit blazer avec un t-shirt et un petit pantalon. Et quand j'arrive, je suis hyper stressée. Et son stress va monter encore d'un cran quand elle découvre les lieux. Il m'ouvre et je suis dans un endroit et je comprends pas trop parce qu'on dirait à moitié un appart, à moitié un studio. Ça fait un peu artisanal, un peu amateur. Un appartement où il y a finalement extrêmement peu de décoration, voire quasiment pas. La salle de bain, elle est crade, mais elle est vraiment sale. C'est glauque. Tess est mal à l'aise et ça ne va pas s'arranger. Le photographe avec lequel elle discute depuis des semaines sur les réseaux sociaux ne ressemble pas du tout à ce qu'elle imaginait. Il me dégoûte un peu parce que déjà il fait pas très propre sur lui. Pas très clean. Non, il me plaît pas trop. Il me plaît pas du tout, même. Il faut dire que Tess n'est pas seule avec Salim dans l'appartement. Une maquilleuse est présente sur les lieux. Mais une fois la jeune fille coiffée et maquillée, elle quitte l'appartement. Et en fait, au bout d'un moment, elle part. Et ça me plaît pas qu'elle parte. En fait, ça me plaît pas de me retrouver avec un homme que je connais pas, toute seule. Tout est prêt. Le shooting commence. Je suis extrêmement tendue et il le sent. Il le sent et là, il va me dire, écoute, tu sais quoi, on va arrêter un peu. Il me dit, tu veux boire un petit truc? Il dit, je vais te servir un petit truc et tout. Et je me dis, oh putain, c'est sympa. Et il essaye de m'aider. Il cherche à vous mettre en confiance et ça fonctionne. Il sort une bouteille de vodka du frigo et il sert 2 shots qu'on boit ensemble. Et à partir de là, la séance, elle est floue. Tess titube. Elle est dans une sorte de brouillard. Elle raconte que la séance photo va alors tourner au cauchemar. C'est comme vous sentir un peu glissé, quoi. Je sais qu'à un moment, il a son bras derrière moi et sa main sur ma cuisse. Je sais qu'à un moment, il m'embrasse de force, que je lui dis non, que je veux pas. Et je sens que c'est comme d'être dans du coton, quoi. D'être un peu, ou d'avancer au ralenti. Et je me retrouve coincée dans ce coin de kitchenette. Et en fait, il commence à me toucher partout. Il m'embrasse dans le cou, il m'embrasse sur la bouche. Il m'écrase. Et il commence à me toucher partout. Il commence à toucher la poitrine à travers mon t-shirt. Et là, il y a son autre main qui commence à remonter entre mes jambes, qui commence à appuyer à travers mes vêtements, sur mon entrejambe, sur mon sexe, sur mes cuisses. Je le pousse, je dégage. J'attrape mon sac et je descends en courant. Je me retourne pas, je cours. Tess est en état de choc. Elle ne réalise pas encore complètement ce qui vient de se passer. Et je vais être honnête, mais à ce moment-là, en fait, je ne ressens rien. Il n'y a rien qui passe. Je suis vide. C'est assez violent. Elle est dans un état de sidération post-traumatique. Les jours qui suivent, Tess reprend pied dans la réalité. Elle retourne à sa vie comme elle peut. Les cours, les copains. Contrairement à ce que lui conseillent ses proches, elle refuse de se rendre au commissariat pour déposer plainte. C'est souvent le cas des victimes qui viennent de subir une agression ou un viol, qui en état de choc aussi ont du mal à pousser la porte d'un commissariat. Parce qu'elle culpabilise. Elle se dit, comment ça se fait que j'ai pas pu me défendre? Martine Moscovici, avocate des parties civiles.
pourquoi je suis pas partie. Le dépôt de plainte, c'est une épreuve. C'est toujours parole contre parole. L'affaire pourrait en rester là. Mais ce que Tess ignore encore, c'est qu'au même moment, une autre jeune femme est en train de raconter son calvaire aux policiers, et il ressemble étrangement au sien. Le jour même, le 25 avril 2015, Brooke, une jeune Américaine, franchit la porte du commissariat du 16e arrondissement. Elle vient pour déposer plainte. Et son agresseur porte le même nom que celui de Tess, la jeune comédienne. Salim Berrada. C'était la pire partie de ma vie. Brooke Jacks, victime. Pour une femme qui est pas courante en français et qui est étrangère, c'était extrêmement difficile et vraiment brave d'aller à la police. Dans un français hésitant, Brooke raconte aux policiers qu'elle est américaine, qu'elle a 23 ans et qu'elle s'est fait violer. C'est très difficile pour elle de faire cette démarche. Elle est quand même assez angoissée. Et ce petit bout de femme va raconter l'horreur. Face aux policiers, la jeune femme reprend toute son histoire depuis le début. Elle explique qu'elle vient de Californie et qu'elle s'est installée dans la capitale 2 ans auparavant pour y suivre des études de management. J'ai décidé que je veux faire mon master en France. J'ai déménagé à Paris et c'était très très bon au début. Très vite, elle adopte le mode de vie des jeunes étudiantes parisiennes. J'étais vraiment contente parce que j'avais une vie très très intéressante et j'avais beaucoup d'amis. Une petite étudiante pétillante qui sort le soir, qui vit une vie parisienne assez riche. J'avais une vie pleine de bonheur. Je suis allée dans les concerts, j'ai travaillé dans un bar à Paris, tout était parfait. Brooke explique qu'elle est passionnée de photographie. Elle s'inscrit sur un site de casting qui met en lien des mannequins et des photographes. Rapidement, elle est contactée par un professionnel, ce même Salim Berrada. J'ai vu ces photographes et j'ai pensé il a beaucoup de talent dans son métier et je veux apprendre. Elle veut découvrir l'univers photo. Comment ça se passe un shooting, comment ça se passe un casting, et peut-être aussi elle-même devenir photographe. Il a dit qu'il veut prendre des photos de moi et j'ai dit OK. Après quelques échanges par message, la séance photo s'organise. Rendez-vous est pris le 7 janvier 2015. Quand je suis arrivée, c'était chez lui, dans son appartement, et j'ai pensé OK, c'est pas grave, mais c'était très bizarre de rencontrer un homme et être dans son appartement. Ça ne correspond pas à ce qu'elle s'est imaginé. Et elle est très surprise de voir que ce monsieur fait des photos à domicile. Mais Brooke explique aux policiers que le photographe l'a rassurée. Il prend le temps de discuter et il lui montre son travail. Quand j'ai vu ces photos, j'ai dit « Oh wow, c'est cool! Il a beaucoup de talent! » Salim propose de commencer la séance photo. Mais avant, il lui aurait offert un verre. C'était vodka caramel et j'ai dit « J'aime pas trop ça. » Et il a dit « Ah, il faut prendre ça. Viens, viens. » Et j'ai dit « OK, je vais faire ça. Pourquoi pas? Il est gentil. » Mais à ce moment-là, j'ai pensé quelque chose est not right. Brooke a un mauvais pressentiment et ça ne va pas s'arranger avec le début de la séance photo. Elle lui dit qu'on commence quand le shooting. Il dit quand tu veux. Elle dit OK, j'ai des vêtements. Il dit non, nu.
La jeune femme raconte au policier qu'elle a à peine le temps de réaliser ce que le photographe lui demande. Et elle fait un malaise. C'était flou, toute. Elle a la tête qui tourne, elle est plus dans son état normal. Après ça, j'ai dormi immédiatement. C'est le trou noir, le blackout, elle se rappelle plus. Xavier Beneroso, journaliste spécialiste des faits divers. Est-ce qu'elle est tombée dans les pommes? Quand je me suis réveillée, j'étais complètement nue sur le canapé. Elle se rend compte qu'il est nu Manon Aublanc, journaliste au Parisien. et qu'il lui demande une fellation. Brooke raconte qu'elle était dans un état second. À partir de ce moment-là, on est en présence d'une femme qui ne sait plus ce qu'elle fait et à qui on peut faire tout et n'importe quoi. C'est terrible parce que c'est une poupée. C'est une poupée de chiffon. Une poupée de chiffon dont Berrada aurait tenté de profiter. Ce n'est que 2 heures plus tard que Brooke parvient enfin à se sauver. À un moment, elle parvient à s'extraire de cet appartement et à quitter les lieux, mais en partant, elle a l'impression d'avoir été droguée. Et après ça, je suis allée chez moi et j'ai dormi pendant 3 jours. 3 jours. Les policiers veulent en savoir plus sur les agissements du photographe. Que lui a-t-il fait ? Brooke raconte que depuis, elle met tout en œuvre pour se rappeler le déroulement de la soirée. Malheureusement, ne lui reviennent que des flashs. Et ils sont épouvantables. Je sais que j'étais violée. Je sais que les événements qui c'est pas bon s'est passé, mais je me souviens pas tous les événements. Elle essaie de se souvenir, mais c'est aussi une plongée en elle-même et elle n'arrive pas à reconstituer exactement les événements. Brooke affirme qu'elle a été violée. Mais alors, pourquoi a-t-elle attendu 3 mois avant de venir porter plainte ? C'est la question que lui posent les policiers. La jeune femme répond du tac au tac. Le photographe lui a fait un odieux chantage. J'ai envoyé Salim un texto. J'ai dit, je vais aller à la police pour faire une plainte. Et il m'a dit, j'ai des photos de 3 nus et je vais les poster sur l'Internet. Et ça, forcément, vous réfléchissez à 2 fois. Parce que vous avez des photos de vous, toutes nues, qui se promènent sur Internet. Ça veut dire que votre réputation est explosée avant même que vous ayez eu l'occasion de vous défendre, si vous voulez. Et c'était horrible. J'avais 23 ans. C'était horrible. Les policiers écoutent la jeune femme, mais ils ne sont pas très convaincus. Comme souvent dans ce genre d'histoire, elle n'a aucune preuve. Alors, les enquêteurs vont devoir vérifier. Leur point de départ, les pertes de mémoire de Brooke. Ils savent que c'est l'une des manifestations de la drogue du violeur. Ils veulent le vérifier. Problème, 3 mois après les faits, il est trop tard pour réaliser une prise de sang. Seule solution, analyser les cheveux de la jeune femme. Il faut savoir que les substances toxicologiques restent dans l'organisme 24 à 48 heures. Par contre, dans les cheveux, on trouve absolument tout. Et donc, on va lui faire des prélèvements et on va chercher dans ses cheveux s'il y a notamment, par exemple, du GHB, ce qu'on appelle la drogue du violeur, ou s'il y a d'autres médicaments. Les résultats des analyses vont prendre quelques jours. En attendant, les policiers veulent en savoir plus sur le compte de ce Salim Berrada. Qui se cache derrière cet homme ? Un photographe à la mode ? Un agresseur sexuel ? Ou les deux ? Les enquêteurs commencent leurs investigations. Berrada a eu un parcours exemplaire, il faut le dire. Martine Moscovici, avocate des parties civiles. Il est issu d'une famille pauvre du Maroc et il s'est dit que la seule façon de s'en sortir, c'était de faire des études.
Et il arrive donc à 18 ans en France pour faire une école d'ingénieur, mais il arrive sans un sou. Il sortira diplômé de cette école d'ingénieur de Bordeaux et il ira travailler dans une entreprise française en région parisienne. Mais il a bifurqué, il est devenu photographe. Salim Berrada se spécialise dans les photos de mode et il est plutôt doué. Rapidement, ça a marché. Rapidement, il a réussi à en vivre. Vraiment, il a un très bon coup d'œil et il a un très bon instinct photographique. Et rapidement, il s'est quand même fait un nom dans le milieu de la photographie. C'est un photographe qui, par exemple, a pris des clichés de Miss France, c'est pas rien, et qui s'affiche sur les réseaux sociaux avec un certain nombre de photos artistiques, esthétiques. Ce que les policiers découvrent de Salim Berrada ne les aide pas vraiment. Une réussite professionnelle exemplaire, aucun casier judiciaire, mais les résultats d'analyse capillaire de Brooke vont semer le doute. Quelques jours plus tard, les policiers reçoivent le compte-rendu du laboratoire. L'analyse de cheveux a démontré qu'effectivement, il y a eu des substances qui ont été retrouvées. Des molécules d'antihistaminiques qui sont des médicaments en vente libre à la pharmacie. Pour soigner le rhume, vous allez me dire, je comprends pas, mais ça favorise la somnolence. Et si on rajoute de l'alcool, ça démultiplie l'effet du médicament. Les résultats confirment le témoignage de Brooke. Elle a bien ingéré de la drogue. Mais pour les policiers, ce n'est pas une preuve. Ça ne veut pas dire qu'on peut affirmer pleinement qu'il y a eu soumission chimique. On peut estimer aussi que Brooke a pris un médicament lambda et se retrouve avec de l'antihistaminique dans les cheveux et que ça n'avait rien à voir avec le fait qu'elle ait été droguée. Pour les enquêteurs, ces résultats ne sont pas suffisants. Une victime au souvenir incertain, un suspect qui n'en a pas le profil, des analyses capillaires pas assez flagrantes, l'enquête s'arrête là. Plus rien ne se passe. Les mois défilent. Et Brooke n'a plus de nouvelles de sa plainte. Ils ont pris les notes, ils ont pris la plainte, mais ils ont ri. Brooke Jacks, victime. Et à ce moment-là, j'étais sûre qu'ils ont pensé que j'étais menteuse. Peut-être parce que c'était étranger. J'étais vraiment triste. Et donc, Salim Berrada, qui, à un moment donné, pouvait être éventuellement dans l'œil du cyclone, ne va pas être inquiété et va continuer sa petite vie de photographe comme si de rien n'était. Ce statu quo dure plus d'un an, entre avril 2015 et la fin de l'année 2016. Et c'est totalement par hasard que l'histoire bascule. Le 11 octobre 2016, commissariat du 12e arrondissement de Paris. Dans l'enquête, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. Coup de chance monumentale. Il y a un moment à la machine à café, 2 policiers parlent. Alors, faut imaginer la scène. Et il y en a un qui dit, ouais, tiens, ça va, ouais, bonjour. Et toi, tu bosses sur quoi? L'affaire Berrada. Et l'autre dit, ah bah tiens, moi aussi j'ai une affaire Berrada. Oh c'est pas possible, dit l'autre. C'est incroyable, moi j'ai exactement le même type de dossier sur mon bureau. Et là, ils vont se demander, mais est-ce que c'est pas le même bonhomme qui a frappé plusieurs fois à Paris? Et là, ça va être la stupéfaction un peu générale. Les 2 policiers flairent de suite le problème. 2 plaintes différentes, mais un même suspect. Ils remontent l'information à leur supérieur. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était pas totalement informatisé, donc les affaires Berrada, il pouvait y en avoir 3 chez 3 policiers différents. Et cette affaire illustre de manière dramatique aussi le manque de coordination entre les différents services de police qui ne se parlent pas. Cette fois, le dossier est pris très au sérieux. Il est confié à la 2e direction régionale de la police judiciaire. 1 an et demi après la première plainte, celle de Brooke, l'enquête démarre enfin.
L'enquêtrice commence par recenser toutes les plaintes qui ont été déposées contre Berrada. Et les résultats de ses recherches font l'effet d'une bombe. 4 femmes en 1 an et demi l'accusent de viol. 4 filles qui ont porté plainte contre lui, dénoncé des faits similaires. Manon Aublanc, journaliste au Parisien. On se penche enfin sur ce photographe. L'enquêtrice de la DPJ décortique les plaintes et dans les 4 cas, tout concorde. Le scénario est le même à chaque fois. Il contactait les plaignantes sur les réseaux sociaux avec son aura de photographe. C'est toujours la même histoire. Il leur disait, voilà, on boira un verre avant pour se détendre. Parfois c'est du vin, parfois c'est de l'alcool fort comme de la tequila. Il attend que l'effet de la drogue se fasse sentir. Elles se sentent mal, elles ont des nausées, des pertes de mémoire, des pertes de contrôle. Et là, il vrille. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il se jette sur elles, il les agresse. Les récits des 4 plaintes sont presque des copier-coller. Pour l'enquêtrice, tout accuse Berrada. Et un autre élément va finir de la convaincre. Chez ces 4 femmes, on retrouve des traces d'antihistaminiques ou de stupéfiants. Le même homme, les mêmes témoignages, les mêmes analyses toxicologiques. L'enquêtrice en sait suffisamment. Elle demande l'arrestation de Salim Berrada. Le 12 octobre 2016, l'homme est interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Et il tombe sur un type plutôt sympa. Il tombe sur quelqu'un qui n'a pas peur, est plutôt calme et très coopératif. Face aux questions des policiers, le photographe ne se démonte pas. Il réfute toutes les accusations. Il demande même aux enquêteurs pourquoi il violerait des jeunes femmes alors qu'il a une vie sexuelle bien remplie. Il a nié tous les faits. Elles étaient toutes consentantes. Et il va d'ailleurs dresser un portrait de quelqu'un qui a beaucoup de relations sexuelles. Il a fait état de plus de 600 partenaires sexuels. Il veut bien admettre que moralement, il a une mauvaise conduite, entre guillemets. Il va dire oui, je me sers de mon statut professionnel de photographe pour obtenir des relations sexuelles avec ces jeunes femmes, mais c'est pas un crime, je les force pas. Les policiers sont étonnés par son aplomb. Mais comment explique-t-il ces 4 plaintes contre lui ? C'était la théorie du complot. Elles auraient cherché à le faire tomber parce qu'elles auraient regretté ce rapport sexuel. Les policiers le laissent parler. Ils attendent le bon moment pour dégainer leur carte maîtresse, l'analyse toxicologique des cheveux des jeunes femmes. Et donc on leur dit, vous les avez drogués. Monsieur Berrada, vous les avez drogués. Il dit que non, c'est pas vrai, que c'est pas, de toute façon c'est pas lui, qu'il a jamais mis de médicaments. Il dit qu'on a pris de la drogue ensemble. Et une fois de plus, c'était consenti. Et concernant les traces de médicaments, mais elles auraient pu très bien prendre ces médicaments en dehors de moi. Donc, si vous voulez, c'est une preuve qui ne tient pas. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Ils espéraient des aveux, mais leurs suspects nient tout en bloc. Pourtant, ils ont besoin de preuves concrètes pour l'incriminer. Alors, ils passent la vitesse supérieure. Le jour de son interpellation, il procède à la perquisition du domicile de Salim Berrada, le fameux studio photo où il reçoit tous les modèles. Les policiers fouillent l'appartement du sol au plafond, les tiroirs, les placards, et leurs recherches vont s'avérer fructueuses. Sur place, les enquêteurs vont retrouver des plaquettes d'antihistaminiques vides. Et ça n'est pas tout. Dans les bouteilles d'alcool, ils retrouvent de la drogue de synthèse. On va retrouver une substance. Fanny Vial, avocate des parties civiles.
la MDMA. De la MDMA. C'est un stupéfiant. La même drogue que celle retrouvée dans les cheveux des jeunes femmes et que Salim reconnaît avoir consommée. Mais les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Ils s'intéressent maintenant à l'ordinateur de Salim Berrada. Et ils découvrent des fichiers très particuliers. Salim Berrada avait un tableau Excel dans lequel il indiquait le nom, la date. Martine Moscovici, avocate des parties civiles. Des shootings et la phrase, le message qu'il envoyait à toutes les futures victimes. Des phrases d'accroche toutes prêtes, donc avec des compliments, des phrases pour rebondir, des propositions. Des messages, j'aime ton côté sauvage et distingué, tu m'inspires. C'est un prédateur qui traque ses proies. En fait, il envoie des messages en masse et en fait, il attend un peu que ça morde, quoi. Les policiers n'en reviennent pas. L'homme est parfaitement organisé. Des tableaux, des fichiers, des messages pré-rédigés. Il gère ses rencontres comme il le ferait avec sa comptabilité. À l'issue de la perquisition, les enquêteurs ont la conviction d'être face à un violeur en série. Ils possèdent maintenant suffisamment d'éléments. Les témoignages, les expertises capillaires et maintenant cet ordinateur qui vient de livrer ses secrets. Le 13 octobre 2016, Salim Berrada est mis en examen pour 4 viols et placé en détention provisoire. Mais les policiers vont vite s'apercevoir qu'ils n'ont découvert qu'une infime partie de cette affaire, car l'enquête va connaître une avancée énorme grâce à une vidéo. Le suspect sous les verrous, les enquêteurs continuent de creuser. 4 jeunes filles ont déjà déposé plainte, mais se pourrait-il qu'il y en ait d'autres ? C'est ce qu'ils soupçonnent. Le 7 novembre 2016, un mois après la mise en examen de Berrada, ils tombent sur une vidéo qui tourne sur Internet. Je souhaite vous parler ce soir du dossier horrible Salim Berrada. Ce criminel a violé des dizaines de mannequins et de modèles. Sachez que les victimes peuvent bien sûr me joindre, que ce genre de personnage, comme Salim Berrada, soit rayé des métiers du spectacle. Les policiers n'en reviennent pas. Qui est cet homme qui fait irruption dans leur dossier sans tenir compte de la présomption d'innocence ? De quoi se mêle-t-il ? Alors, le Zorro qui s'invite dans l'enquête, il s'appelle James Chabert. C'est un peu le justicier, mais je veux dire, il déboule d'on ne sait où. Et en fait, les policiers sont pas très contents de le voir arriver parce qu'ils aiment pas qu'on marche sur leur plate-bande. Les policiers convoquent ce James Chabert sur le champ. C'est un lanceur d'alerte. Nous l'avons rencontré et voici ce qu'il raconte. Je réponds aux questions sans faire de roman. James Chabert, président de l'association Casting Info Service. Je réponds d'une façon factuelle. Ils ont besoin aussi des gens qui apportent des informations utiles, essentielles pour l'affaire. James Chabert raconte aux policiers qu'il a monté une association pour lutter contre les dérives dans le milieu du cinéma et de la mode. Et depuis plusieurs mois, il est, dit-il, sur un gros coup. Il a reçu un flot de messages de jeunes femmes qui affirment avoir été victimes de Salim Berrada. Et de là, je me suis dit non, je ne peux pas en rester là. On me donne des informations, je vais faire mon live. Je parle d'escroquerie, d'agression sexuelle, de viol. Ce criminel a violé des dizaines de mannequins et de modèles. Et là, je ressens encore davantage de témoignages. La vidéo de James Chabert, elle est vue plus de 20 000 fois et partagée des centaines de fois. Une vidéo devenue quasiment virale. Et James Chabert raconte qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a mené son enquête. Il a appelé aussi les responsables d'un site sur lequel Berrada contactait les femmes. Et il leur a demandé de l'aide. Ce partenaire me donne volontiers toutes les personnes que Salim Berrada
à contacter sur sa plateforme. J'ai un fichier de 697 personnes. Il va appeler les 697 personnes, des femmes. Je donne le nom de l'avocate et l'adresse du commissariat de police. Qu'ils y aillent. S'ils ont quelque chose à dire, qu'ils le fassent. C'est maintenant. C'est un travail phénoménal, c'est un travail d'enquêteur de police pratiquement. Les policiers sont sidérés. Ce lanceur d'alerte a réalisé une véritable enquête digne de Sherlock Holmes. Et ils vont rapidement s'apercevoir de l'efficacité de son action. Les semaines suivant la parution de la vidéo, les témoignages affluent. La vidéo, elle va servir de révélateur, d'électrochoc. Elle a effectivement permis à certaines femmes de se rendre compte qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles allaient être crues. Plusieurs femmes ont dit « mais c'est vrai, moi je l'ai rencontré ». Et on va s'apercevoir en fait du côté sériel du dossier avec le modus operandi. Et c'est ce qui va donner en fait à ce dossier une ampleur considérable par le nombre de victimes et de plaintes qui vont être recueillies. Les policiers sont submergés par la tâche. Ils se retrouvent avec des dizaines de nouveaux témoignages à vérifier, à confronter, d'appels téléphoniques à passer. Et les victimes continuent de se manifester. Le 22 mars 2017, les enquêteurs reçoivent une nouvelle plaignante. Il s'agit de Tess, la jeune comédienne qui dit s'être faite agresser 2 ans plus tôt. Elle raconte aux policiers qu'elle est tombée sur la vidéo de James Chabert sur les réseaux et que ça lui a fait un électrochoc. Je me rappelle très bien où j'étais quand j'ai vu ces vidéos. Tess, victime. Je bossais comme serveuse à l'époque et j'étais en pause cigarette sur un escalier devant la porte d'entrée et je regarde cette vidéo, il y a tout qui revient. La jeune femme explique que depuis 2 ans, elle a toujours refusé de porter plainte, mais que cette fois, enfin, elle est prête. J'ai très très peur. Et en fait, j'arrive et j'ai quelqu'un qui est vraiment gentil avec moi. Et je décris tout. Tout ce dont je me rappelle. Tout le cheminement, je pourrais presque dessiner l'appartement. La plainte de Tess s'ajoute aux dizaines d'autres déjà consignées. Les enquêteurs continuent de travailler d'arrache-pied et les mois passent. Berrada, incarcéré à Fleury-Mérogis, clame toujours son innocence et il persiste à dire que les plaignantes étaient consentantes. Il envoie des demandes de mise en liberté, toutes refusées jusqu'au 29 mai 2019. Après 2 ans et 7 mois, la détention provisoire de Berrada arrive à son terme. Malgré 17 mises en examen, il est libéré sous contrôle judiciaire. Cette nouvelle fait l'effet d'une déflagration. Quand on annonce qu'il est libéré, Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. les victimes sont stupéfaites, ébahies, et c'est une immense incompréhension et une immense colère. J'ai été absolument furieuse. Je me dis, comment ça? Il est libéré. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, la détention provisoire est provisoire et ne peut pas durer indéfiniment. C'est assez étrange quand même de laisser en liberté un individu qui est susceptible d'agresser des femmes. Je dirais que c'est une grosse bévue de la justice. Pour les jeunes femmes, le choc est encore pire. Pour elles qui ont déjà tant souffert, la libération de Berrada est une épreuve supplémentaire. Quand j'ai découvert qu'il était libre, Brooke Jacks, victime. j'étais choquée, j'étais triste un peu. Alors j'apprends qu'il ressort sur les réseaux sociaux. Je découvre qu'il habite à 10 minutes de chez moi. J'ai peur, c'est pas une peur qui est liée à moi, c'est une peur qui est liée au fait qu'il recommence et que ce soit d'autres filles. Les plaignantes sont d'autant plus en colère que depuis leur agression, leurs vies sont bouleversées.
L'état psychologique était catastrophique. Il y a des symptômes post-traumatiques, il y a aussi des cauchemars. Une victime a 2 syndromes, la culpabilité et la honte. Martine Moscovici, avocate des parties civiles. C'est-à-dire qu'elle se dit « mais j'aurais jamais dû être là à ce moment-là, j'aurais jamais dû être violée ». Depuis son agression, il y a 4 ans, Tess, la jeune comédienne, a redoublé une année d'études et elle se bat avec ses démons. Je me lave de manière compulsive. Je me mets à me racler la peau. Je mange énormément, dans des quantités vraiment gargantuesques. Et ensuite, je me fais vomir. Pendant des mois, je mange tous les jours 2 tranches de pain de mie avec du jambon blanc à l'intérieur, un verre de lait, des tomates cerises avec du vinaigre balsamique. Et il n'y a rien d'autre qui rentre dans mon estomac, il n'y a rien d'autre qui rentre dans mon corps. Pour calmer ses cauchemars, Tess est aussi devenue accro aux médicaments. Comme je n'arrive pas à dormir, je me défonce aux médicaments qui est utilisé pour sevrer des alcooliques. C'est des sommeils sans rêve, sans cauchemar, sans aucune activité cérébrale. Et ensuite, quand vous vous réveillez comme quand vous sortez d'une baignoire et que vous reprenez votre souffle. Brooke, de son côté, a arrêté ses études. Elle est rentrée aux États-Unis. Elle a déménagé 5 fois en 8 ans. Elle a un peu perdu les pédales, elle a été un peu SDF. Je vis dans ma voiture avec mon chien, j'ai bu beaucoup d'alcool. J'étais vraiment alcoolique à ce point-là et j'étais vraiment déprimée. J'ai pleuré beaucoup, presque à chaque jour. J'avais beaucoup de cauchemars. C'est un long calvaire pour toutes ces femmes. Et pendant ce temps-là, lui, il est dehors. Pendant que les plaignantes tentent de s'en sortir, Salim Berrada, lui, reprend tranquillement sa vie. Il quitte Paris et s'installe à Marseille. Alors il a un contrôle judiciaire assez strict au départ où il doit pointer régulièrement. Mais ce contrôle judiciaire va être assoupli, c'est-à-dire qu'il sera obligé de prendre contact avec les forces de l'ordre qu'une seule fois par mois. Si Berrada n'a plus le droit d'exercer son métier de photographe, il reprend son activité comme si de rien n'était sur les réseaux sociaux. Il change juste d'identité au gré des sites et des applications. Il va continuer d'essayer d'enchaîner un maximum de relations sexuelles, Fanny Vial, avocate des parties civiles. de contacts avec les femmes, de rencontres. Il se présente comme quelqu'un qui s'appellerait Seb, Manon Aublanc, journaliste au Parisien. qui s'appellerait Darcy, qui s'appellerait Sam. Il a plusieurs rendez-vous. Mais Berrada rencontre plus de difficultés que prévu. Sa libération a fait grand bruit et un groupe de femmes le traque sur tous les sites sur lesquels il s'inscrit. Il va y avoir des shérifs internautes, si vous voulez, qui vont aller le dénoncer en disant « Cet homme, il s'appelle pas Darcy ou il s'appelle pas un truc muche. En fait, c'est Salim Berrada. » Les féministes du coin l'ont repéré sur les réseaux et elles ont mis des annonces sur tous les réseaux sociaux avec sa photo. Il y a des posts qui commencent à tourner sur les réseaux sociaux en disant attention. Ne l'écoutez pas, ne le suivez pas, n'allez pas faire des shootings photos avec lui. Et cette situation va durer 4 ans. 4 ans pendant lesquels Berrada tente de rencontrer des femmes. 4 ans pendant lesquels celles qui l'accusent continuent de souffrir. Jusqu'à ce jour d'été 2023. Le 26 juin, une femme fait irruption dans le commissariat du 12e arrondissement de Paris. Elle a de nouvelles informations à donner sur l'affaire Berrada. Laure raconte qu'elle a 23 ans, elle est étudiante en architecture, elle vient de se séparer de son petit copain il y a quelques semaines. Alors, pour l'oublier, elle s'est inscrite sur une application de rencontre et elle a décroché un rendez-vous. Elle explique qu'elle a rencontré cet homme pour la première fois, il y a 5 jours, le soir de la fête de la musique. Il dit s'appeler Adèle. Il s'appelle en réalité Salim.
Salim Berrada. Il m'ouvre la porte et on se fait la bise. Je m'installe sur le canapé, lui aussi. En fait, on a discuté pendant une bonne heure. Laure, victime. Il m'a dit qu'il revenait d'un tour d'Europe de 2 ans. Et il m'a dit que, en fait, là, il était en train d'écrire un scénario de film. Et il m'a raconté tout le film. Est arrivé un moment où, en fait, il s'est levé et il est venu vers moi, il m'a embrassé. Donc ils vont passer la soirée ensemble, ça va plutôt bien se passer. Ils vont avoir une relation sexuelle ensuite consentie. Laure va décider de revoir ce gars qu'elle a rencontré sur Internet sans qu'il ait aucun problème. 4 jours plus tard, Salim et Laure conviennent de se retrouver à nouveau à son appartement. Je suis allée et ça a bien commencé, on va dire. On était dans sa chambre, donc dans le quasi noir, en fait. On a couché ensemble. Et donc, en fait, il a retiré le préservatif en plein milieu, quoi. Et il me l'a pas dit. Et donc, après cette histoire de capote qui a été retirée et gamberge, ce dernier ne s'est pas protégé et il lui a peut-être transmis le virus du sida en ne portant pas de capote. Laure raconte alors aux policiers que c'est le lendemain qu'elle va apprendre l'impensable. Je rentre chez moi et je vois une notification sur mon téléphone. Le violeur de Tinder. Et je vois 50 photos de sa tête. Et là, je me dis, putain. Et vraiment, je me suis dit, c'est quand même pas possible, quoi. Et là, j'ai été prise de panique totale. Cette femme va donc découvrir qu'elle a fait l'amour avec un violeur en série. Donc là, pour elle, c'est un tremblement de terre. C'est un prédateur. Et c'est effrayant, quoi. C'est effrayant, en fait. Sa capacité à mentir sur absolument tout, son nom, son âge, son job, ça fait de lui quelqu'un de vraiment effrayant, quoi. Les policiers, eux aussi, sont sidérés, d'autant qu'ils connaissent particulièrement bien Berrada. Ça va faire tilt, puisque c'est eux qui enquêtent déjà sur les précédentes plaintes qui ont été déposées contre Salim Berrada. Les enquêteurs reprennent leurs recherches et ils tombent de haut. Et donc, les policiers vont découvrir qu'il y a 5 nouvelles plaintes concernant Salim Berrada. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et qu'il faut donc rajouter ces plaintes aux plaintes antérieures. Cette découverte provoque la stupéfaction parmi les enquêteurs. Berrada aurait récidivé. 5 nouvelles plaintes, et peut-être plus, alors qu'il est sous contrôle judiciaire. Les policiers se mettent immédiatement à sa recherche. 3 semaines plus tard, le 13 juillet 2023, Berrada est interpellé au Havre. Quand elles apprennent son arrestation, les plaignantes reprennent espoir. J'ai appris, donc par la PJ, qu'il avait été arrêté. Et donc ça m'a déchargée, franchement. Je me dis, maintenant on va peut-être avoir un procès. Parce que moi, ça fait déjà 6 ans que j'ai porté plainte. Tess, victime. Et ça fait 8 ans que ça m'est arrivé. Et j'ai pas trop l'impression que la justice a pris son travail très au sérieux. C'est un procès éminemment médiatique qui s'annonce. Le début aujourd'hui à Paris du procès de celui qu'on avait surnommé le violeur de Tinder. Un photographe de 38 ans, Salim Berrada, est jugé pour 13 viols et 4 agressions sexuelles. L'affaire du violeur de Tinder fait la une de tous les journaux. Pour les plaignantes, l'enjeu est immense. Depuis des années, elles dénoncent les agissements de Berrada. Elles espèrent enfin être entendues.
le 18 mars 2024, 9 ans après la première plainte pour viol, le procès de Salim Berrada s'ouvre devant la Cour criminelle de Paris. Il est jugé pour viol et agression sexuelle sur 17 jeunes femmes. La plupart des victimes sont présentes sur le banc des parties civiles. Il y a quand même beaucoup d'émotions entre ces jeunes femmes, qui sont encore pour la plupart quand même assez jeunes, qui semblent encore traumatisées par ce qu'elles ont vécu. Et d'une certaine manière, l'audience ravive les blessures, remet au goût du jour toutes les souffrances de ces femmes. Au 4e jour d'audience, c'est au tour de Tess, la jeune comédienne, de venir témoigner à la barre. Je crois que j'ai jamais été aussi stressée. En fait, je crois que j'ai jamais rien fait d'aussi important de ma vie. Je la regarde pas une seule fois. Je suis très concentrée. Je pleure un peu au début, mais après, je suis très, très concentrée. Et je donne un maximum de détails parce que je me dis comme ça, ils ont tout ce qu'il leur faut. Mais je me sens très portée. J'entends les filles derrière qui parlent. Dans le box des accusés, Salim Berrada ne change pas de stratégie. Toutes ces femmes étaient consentantes, dit-il. L'audience a été totalement surréaliste. Martine Moscovici, avocate des parties civiles. Parce que toutes ces femmes venaient raconter avec beaucoup de dignité, d'émotion, de sincérité ce qui leur était arrivé. Lui baissait un peu la tête et puis il disait « mais non, pas du tout ». Il a répété la même chose tout du long. Tout du long. C'est un complot. Elles ont décidé de me faire du mal, moi, le grand séducteur, qui n'avait aucun problème pour avoir toutes les femmes que je voulais. Et surtout, il revient sur le point crucial du dossier, à savoir qu'elles étaient toutes consentantes. Pour Berrada et ses avocats, les analyses toxicologiques non plus ne prouvent rien, que ce soit pour les antihistaminiques ou pour la MDMA. Les avocats de la défense disent forcément « mais ça prouve rien, les antihistaminiques ». Ces jeunes femmes, elles ont pu déjà prendre de la drogue de leur côté. Manon Aublanc, journaliste au Parisien. Et c'est pareil pour les antihistaminiques. Elles ont dû avoir un rhume et pris ce genre de médicaments, et c'est pour ça qu'on les retrouve dans leur sang ou dans leurs cheveux. La Cour va-t-elle suivre l'avis de la défense ? Après 6 heures de délibéré, le verdict tombe enfin. Salim Berrada est condamné à 18 ans de prison pour 12 viols et 3 agressions sexuelles. À ce moment-là, toutes les victimes ont applaudi et disaient « merci, merci, merci ». Et elles sont toutes allées voir l'avocat général pour le remercier, et lui était très touché de ces démarches. C'était extrêmement fort, extrêmement beau, très touchant. Salim Berrada continue de clamer son innocence. Il a fait appel de cette décision et il reste présumé innocent. Ses avocats n'ont pas souhaité s'exprimer. Parallèlement, une autre procédure a été lancée il y a 1 an. Berrada est accusé d'agression sexuelle par au moins 7 nouvelles jeunes femmes. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.